Une heure avec Philippe Buton. Une émission de Frédéric Casadessus. Philippe Buton et les gauchistes, et le gauchisme en quelque sorte, puisque le nouveau livre de ce professeur d'université à Reims s'intitule « Histoire du gauchisme, l'héritage de mai 68 », ouvrage remarquable qui paraît chez Perrin et dont nous sommes particulièrement heureux de recevoir l'auteur. Alors, c'est une émission un peu atypique parce que traditionnellement, Une heure avec trace le portrait d'une femme ou d'un homme. Là, nous allons tracer le portrait d'un homme, Philippe Buton, mais aussi de son sujet, le gauchisme. Et tracer le portrait d'un groupe, ma foi, c'est une gageure. Mais nul doute que Philippe Buton va nous aider à le faire. Philippe Buton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à quelques questions pour Fréquence Protestante. Je disais en préambule que vous êtes professeur à l'université de Reims, vous êtes historien, spécialiste du champ social et, peut-on dire aussi, spécialiste du communisme. J'ai commencé par étudier le communisme, puisque j'ai fait ma thèse dessus il y a maintenant très longtemps. J'étais le deuxième historien français à franchir les portes des archives de Moscou, après celle qui a guidé mes pas, Annie Kriegel, qui a été la première à pénétrer dans l'antre. Et donc, j'ai une très longue expérience, c'était en 1992 pour moi, et donc j'ai une très longue expérience du phénomène communiste. Et c'est d'ailleurs qui, à l'origine, m'a intéressé, c'est que quand j'ai commencé à regarder la question du gauchisme, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de parallèles qu'on pouvait l'imaginer entre gauchisme et communisme. C'est-à-dire que les acteurs de l'époque se positionnaient tous contre le Parti communiste. Pour certains, il y avait même plus d'hostilité, voire de haine envers le Parti communiste qu'envers la droite, le gaullisme, le pompidolisme, etc. Bon, donc ça pour moi c'était d'une évidence qu'ils étaient opposés à. Et en creusant, en travaillant pendant de très nombreuses années, à chaque fois j'étais frappé. Ah tiens, c'est marrant, c'est la même chose, ça c'est ceci, ça c'est ça. Donc ça m'a aidé, si vous voulez. Mon passé de chercheur sur le phénomène communiste orthodoxe lié à Moscou m'a aidé à comprendre toutes ces dissidences gauchistes. Alors, Philippe Buton, je serais tenté de vous demander si le terme de gauchisme ne définit pas un groupe par ses opposants, car ce sont les autres qui décrivent les trotskistes, les Mao, les anarchistes comme des gauchistes, non ? Oui, mais alors là, vous avez vraiment raison. C'est d'ailleurs un problème que je me suis posé dès le départ. Ma première réaction n'était pas de l'appeler gauchisme, c'était de faire une histoire de l'extrême gauche. Et j'ai eu de longues discussions avec mon éditeur et ami Olivier Vieviorca, et finalement, je crois qu'il m'a convaincu pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui me semble essentielle. D'abord, il faut régler le problème de l'origine du terme. Vous avez tout à fait raison, c'est un terme qui est polémique, qui est dépréciatif, puisque c'est Lénine qui utilise, à partir de 1919-1920, il publie le gauchisme, la maladie infantile du communisme, donc c'est pour dénoncer ses opposants de gauche, donc c'est évidemment dépréciatif. Et reprendre ce terme, dans une certaine mesure, c'est adopter le point de vue de Lénine du communisme orthodoxe. Bon, cela dit, première observation, vous avez un certain nombre de gauchistes qui ont accepté ce terme, qui l'ont revendiqué. Vous connaissez tous évidemment le célèbre ouvrage de Cohn-Bendit, publié avec son frère, Daniel et Gabriel, le gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme, qu'ils publient tous les deux en 68. Bon, donc il n'y a pas que Dominique Grange. Alors Dominique Grange est quelqu'un qui est toujours vivant, qui est quelqu'un extrêmement sympathique, qui a été la chanteuse
de la gauche prolétarienne, donc qui était maoïste, spontanéiste, comme on disait à l'époque, eh bien Dominique Grange fait une chanson, dans toute sa série de chansons qu'elle fait en 69-70, il y en a une qui s'appelle, de mémoire, nous sommes les gauchistes, les aventuristes, marxistes, léninistes, guévaristes ou trotskistes, nous sommes des anards, nous en avons marre de voir les flicards quadriller nos boulevards. Donc, quelqu'un maoïste, son local, enfin son appartement servait de lieu de fabrication des cocktails Molotov, et même ça a pété, et donc ça a fait tout un bazar en 70. Donc c'était quelqu'un d'engagé à fond dans ce mouvement-là, et bien elle-même elle a revendiqué ce terme de gauchiste. De gauchiste. Donc progressivement c'est un terme qui a perdu son caractère dépréciatif pour désigner un phénomène qui est ce qui est à la gauche du Parti communiste. Signalons au passage à nos auditeurs que ce phénomène est classique en sociologie, c'est ce que l'on appelle la fabrication d'une contre-image. Et on ne fabrique de contre-image qu'à partir d'une image qui vous enferme. C'est une question, bien sûr, Philippe Buton. Mais enfin, c'est intéressant de dire ça à nos auditeurs aussi, non ? Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui fait que ce terme-là, il est généralement refusé par les vrais militants d'extrême gauche, mais il est parfois accepté. Mais c'est pas ça la raison principale. Ah, d'accord. La principale raison pour laquelle j'ai finalement retenu ce terme, c'est qu'en fait, pour moi, il y a le gauchisme, c'est deux choses. C'est ce qu'on appelle l'extrême gauche, et que j'appelle le gauchisme politique, c'est-à-dire les groupes anards, maoïstes, trotskistes, etc. Donc tous ces groupes qui voulaient faire la révolution, qui avaient une idée très précise des choses, qui pouvaient s'engueuler sur une virgule mal placée dans un texte de Lénine, etc. Bon, ça c'est un phénomène compliqué à comprendre maintenant, mais enfin qui est un premier phénomène. Mais le terme gauchisme renvoie à autre chose. Il renvoie à ce que j'ai appelé le gauchisme culturel, c'est-à-dire des réflexes, une sensibilité, une attitude générale d'une génération, ou du moins d'une grande fraction d'une génération. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que comment peut-on imaginer que des dizaines de milliers de personnes se disputent à propos de textes, lorsque vous les lisez aujourd'hui, c'est bizarre, quoi. C'est très étrange. Il n'y a pas un seul de mes étudiants qui comprend la première phrase de ces textes. Oui. Et à l'époque, les gens se seraient presque tués pour défendre la valeur de telle ou telle phrase absolument absconse. Donc, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas les paroles qui comptaient, c'était la musique. C'est-à-dire, c'était une atmosphère du temps, une atmosphère de contestation. Pourquoi on contestait, c'était important, mais c'était pas ce qui était dit. Il y avait un décalage entre la parole officielle et les motivations réelles. Et ce terme de gauchisme renvoie bien, je crois, à cette contradiction du phénomène. Oui, nos auditeurs les plus âgés ont peut-être vu La Chinoise de Jean-Luc Godard. En vous écoutant à l'instant, je pensais à ce film qui est aujourd'hui complètement invisible à cause de ces textes qui sont vraiment ridicules de bêtises et d'enfermement dialectique, là pour le coup on peut le dire, mais qui est sauvé par ces images. Alors quand je dis il est invisible, c'est peut-être justement un film qu'on devrait voir en muet. mais bon. Donc merci de souligner cet aspect des choses, le clivage entre gauchisme politique et gauchisme, j'allais dire, au sens le plus large du terme culturel, mais au sens des pratiques sociales culturelles, n'est-ce pas ? Absolument. Bon. Absolument. Alors, Philippe Buton, pour les auditeurs de Fréquence Protestante, comme pour moi, je vais vous demander de nous dire en quelques minutes quelles sont les grandes familles gauchistes des années 60 et 70. Alors, c'est pour ça que je dis grande famille, parce que dans 3 heures, nous pourrions y être encore. Bon, d'abord,
je suis heureux que vous repreniez cette dichotomie entre gauchisme politique et gauchisme culturel. Donc, je mets de côté le gauchisme culturel. Et là, Oui. je ne réponds Nous reparlerons tout à l'heure du gauchisme de culturel. l'extrême gauche. Alors, sur l'extrême gauche, vous avez, si j'ose dire, 4 familles que je vais détailler rapidement. Les anarchistes, les trotskistes, les maoïstes, et la 4e, c'est la célèbre catégorie des divers. Des divers parce qu'il y a plein de choses étranges dedans, dont quelque chose qui est complexe et que je réserve pour la fin. Mais en général, dans les ouvrages de synthèse, on parle des 3 familles dont je vous ai parlé, les anarchistes, les trotskistes et les maoïstes. Alors, un mot assez rapidement, les anarchistes, c'est une vieille tradition, très vieille tradition, qui naît, comme vous le savez, au XIXe siècle, et qui avait été complètement balayée par le communisme, par le marxisme, d'une part, Oui. et par le communisme orthodoxe, d'autre part. C'était les vaincus de l'histoire. Oui. Et à mon avis, ils avaient été vaincus pour 2 raisons. La première, c'est que Marx avait réussi à faire croire que les anards, c'était des utopistes, et que lui était un scientifique. Un réaliste, en fait. Oui. Et un scientifique. Il y a oui. une fameuse brochure de Engels qui s'appelle Socialisme utopique et socialisme scientifique. Et à ma grande surprise, j'étais très amusé de voir ça. J'ai trouvé des manuels universitaires et des manuels scolaires qui reprenaient cette légende qui consiste à dire, dans un premier temps, le socialisme est utopique. C'est tout un tas de gens, dont Proudhon et Bakounine, et dans un deuxième temps, il est scientifique, c'est Marx. Donc ça, c'est la première victoire du marxisme. Le soleil, il y a une chanson du 19e qui dit « le soleil de la science se lève rouge à l'horizon ». Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et la deuxième raison pour laquelle les anarchistes ont perdu au cours de l'histoire, c'est l'Union soviétique. C'est-à-dire que le marxisme a démontré qu'il avait raison, puisqu'il a triomphé, alors que les anarchistes avaient tort, puisqu'ils ont perdu. On pourrait dire d'ailleurs qu'au moment de la guerre d'Espagne, la manière dont les staliniens se sont comportés à l'égard des anarchistes espagnols avait pour fonction aussi de montrer que l'anarchie ne pouvait fonctionner nulle part. Donc, absolument. Donc ce sont les perdus de l'histoire, comme dit Léo Ferré. Il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Ils existent, la plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Bien, donc les anarchistes, ce sont les perdants de l'histoire. Et là, ils vont, dans une certaine mesure, connaître un revival. Alors, pourquoi ? Parce que il y a un aspect extrêmement sympathique. D'abord, quand on est perdant, on est plutôt sympa par rapport au pouvoir. Et puis, puisque le gauchisme, à cette phase-là, s'oppose à l'URSS, les premiers à s'être opposés à l'URSS, c'est les anarchistes. Le premier terme de fascisme rouge, ça vient des anarchistes. Les premières condamnations du totalitarisme, ça vient des anarchistes. Donc, tout ça, Makhno, c'est pas n'importe qui. Donc, tout ça explique cette résurgence des anarchistes. Mais ils sont pas sérieux. Ils sont vraiment pas sérieux. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les policiers. Quand vous lisez les rapports des renseignements généraux, ils disent, ce sont des doux rêveurs sympathiques, mais ils sont incapables de construire quoi que ce soit. Et ça c'est vrai quand même. Quand vous les regardez fonctionner. Alors après, je rentre pas dans les détails parce que on pourrait le faire, mais il y a plein de courants. Donc, c'est le courant le plus faible. Oui. Je parle du gauchisme politique, parce que ça serait tout à fait différent. Bien sûr, avec les autres. Donc, ce sont les plus faibles. D'ailleurs, non seulement ce sont les plus faibles, mais ils se font presque phagocyter par les marxistes. Ils sont entraînés. Par exemple, la Fédération anarchiste, la vieille maison anarch classique, régulièrement connaît des scissions, des gens qui la quittent pour aller chez les léninistes. C'est tout à fait intéressant de voir. Bien, ça c'est la première famille. La deuxième famille, c'est les trotskistes. Alors, je ne résiste pas au plaisir de ce bon mot. Qu'est-ce qu'un trotskiste ? C'est un trotskiste. 2, c'est un congrès. 3, c'est une scission.
Ah, je connaissais la citation, mais pas sous cette même forme, mais la fin était la même. Hein. Quand on arrive à 3 trotskistes, effectivement, c'est une scission. Donc ça, c'est effectivement une blague qui circulait à cette époque-là. Sauf que comparé aux anarchistes, ils sont infiniment plus efficaces, infiniment plus structurés et plus sérieux, en gros, hein, plus sérieux. Ils se rêvent à la veille de la conquête du Palais d'Hiver. Hein, ils veulent rejouer 1917. Ça, c'est vraiment eux. Alors, avec 2 tendances en leur sein, ça c'est important. Vous avez ceux qui se veulent les gardiens du temple, les orthodoxes, ceux qui rigolent pas, ceux qui sont les sérieux des sérieux. Alors, je vais peut-être pas entrer dans les détails, mais en gros, c'est les gens de lutte ouvrière, c'est les gens de ce qu'on appelle les lambertistes. Enfin bref, c'est des gens qui sont vraiment pas gays. Voilà. Bon. Parce que, par exemple, enfin bon, c'est pas peine de. Il est même avéré aujourd'hui qu'un protestant a été un trotskiste lambertiste. Ah, vous parlez de Jospin, c'est ça? Voilà. Voilà, oui, bien sûr. D'ailleurs, Jospin est pas drôle, hein, complètement. Voilà. Hein, alors que les protestants le sont, la chose est bien connue. Mais je vous en prie, continuez. C'est possible. Alors, donc voilà. Il y a cette première famille. Sérieux. Pardon de vous avoir coupé la parole. Donc, c'est suffisamment ancien d'une part et d'autre part, il n'y a plus de risque de mort pour qu'on puisse se permettre d'être un peu léger dans notre discussion. Ça aurait été plus difficile il y a 40 ans. Merci de me corriger. Non, pas du tout. Oui, la première sensibilité donc chez les trotskistes, c'est ceux qui veulent vraiment être fidèles à Trotsky, y compris en disant n'importe quelle bêtise du style Jospin et la famille à laquelle appartenait Lionel Jospin disaient que les forces productives, c'est-à-dire des richesses globales, avaient cessé de croître depuis 1938. Alors Trotsky, parce que Trotsky avait dit ça, mais Trotsky avait dit ça en 38 parce que il y avait une crise économique, parce que il construisait, il imaginait une nouvelle guerre, etc. Mais vous imaginez dans les années 70, oser dire que depuis 38, il n'y avait pas eu de croissance économique. C'est complètement fou. Mais ils arrivaient à avoir plusieurs milliers de gens qui répétaient la même chose. Donc ça, c'est la première sensibilité. La deuxième sensibilité, qui est celle qu'on connaît le plus en France, avec des gens de grande qualité intellectuelle et humaine, comme Alain Krivine, Daniel Ben Saïd, Henri Weber, c'était des gens qui, eux, étaient beaucoup plus sensibles à l'ère du temps, beaucoup plus sensibles à l'aspect un peu libertaire des choses. Donc, il essayait de passer un compromis entre le verbe trotskiste et l'atmosphère libertaire. Hein, voilà. Alors, il y avait des tensions chez eux. Mais ça se traduit par le fait que eux, par exemple, là, ce dernier courant, étaient très très favorables aux revendications. Enfin, non, faut pas exagérer. Au début, ils étaient hostiles, mais au bout d'un moment, ils étaient favorables aux revendications féministes, par exemple. Oui. Alors que les autres étaient d'un machisme invraisemblable. Hein. Bon, oui. Bref, voilà pour les groupes trotskistes. Alors, c'est la plus importante famille. C'est eux qui sont les plus importants. Sérieuse, la plus structurée. Hein, la plus structurée, la plus sérieuse, la plus... Enfin bref. Donc, c'est celle qui continue à exister aujourd'hui, d'ailleurs. C'est celle qui continue. Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que il y avait 3 familles à cette époque-là. Il y a toujours 3 familles aujourd'hui, c'est les mêmes. Alors, pour certains, c'est les mêmes dirigeants. Il y en a qui sont morts. Celui du lutte ouvrière, Robert Barcia est mort, etc. Mais enfin, sinon, c'est les mêmes. C'est tout à fait étonnant, cette permanence de la tradition. Et alors, il y avait le troisième et dernier courant, dans les 3 familles usuellement reconnues, c'était les maoïstes. Alors, les maoïstes, c'est quelque part plus compliqué à analyser, parce que, à première vue, ça semble simple. S'ils sont maoïstes, c'est qu'ils sont pour Mao. Mao, il dirige la Chine,
Bon, donc ils sont pour ce qui se passe en Chine. Ok, c'est pas faux. C'est pas faux, sauf qu'ils regardent la Chine et ils regardent Mao avec des lunettes un peu particulières. Et donc chacun a un peu sa Chine, si j'ose dire. Oui, c'est important de souligner, merci de le dire Philippe Buton, parce que aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens disent quand on pense à tous ces gens qui ont été aveuglés par le modèle maoïste et qui voulaient appliquer en France ce qui se passait en Chine, ou bien qui disent ils prétendaient être des maoïstes, mais ils n'avaient rien à voir avec des maoïstes. Vous montrez que c'est un peu vrai et un peu faux tout ça. Hein. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Oui, c'est-à-dire que les deux sont exacts. C'est-à-dire que globalement, ils voulaient appliquer à la France ce qui se passait en Chine, avec évidemment quelques adaptations, mais en fait, ils avaient une Chine fantasmée. Et donc, il voyait, je sais pas, évidemment, aujourd'hui, il y a un livre que tout le monde a oublié, et d'ailleurs, il mérite pas de passer postérité, sauf en termes de témoignage. C'est le livre d'une députée communiste italienne qui a eu un énorme succès en 71, qui s'appelle De la Chine. La députée s'appelait Maria Antonietta Macciocchi. Eh bien, quand on lit De la Chine de Macciocchi, c'est vraiment la comtesse de Ségur. Enfin, c'est vraiment un conte à l'eau de rose, mais qui est beau. Enfin, je veux dire, si vous y croyez, c'est beau. Donc, l'idée d'une égalité totale, l'idée d'une ascèse intellectuelle, de la totalité d'une population issue du tiers-monde, appartenant au tiers-monde, tout ça est magnifique. Quand Claudie Broyel, elle publie un ouvrage qui s'appelle La moitié du ciel, où elle montre que les femmes chinoises ont conquis l'égalité réelle et pas seulement formelle avec les hommes, pour un pays du tiers-monde, ça semble incroyable, extraordinaire. Donc, on a envie d'y croire, quelque part. On a envie. Et pour y croire, eh bien, on s'aveugle. Mais voilà, car comme vous le disiez il y a 5 minutes à mon égard, Philippe Buton, on peut en rire aujourd'hui, mais Dai Sijie, grand écrivain français d'origine chinoise et qui est protestant et que nous avons eu plusieurs fois l'honneur d'interviewer, ne rirait pas, lui, de ce système chinois tant il sait, comme tous ses concitoyens chinois, ce qu'a été l'horreur de la dictature maoïste. Hein, donc, bien sûr. Mais on parlait d'aveuglement, je vous donne un seul exemple. Quelle année, enfin, c'est assez récent, peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. L'ancien numéro 1 d'un des groupes pro-chinois a publié ses mémoires. C'est celui qui était reconnu officiellement par la Chine, Jacques Jurquet. Il publie ses mémoires, qui sont pas passionnants, mais enfin, bref. Mais à un moment donné, il raconte qu'il est en Chine et il tombe sur des déportés du Laogai, du goulag chinois. Et alors, il raconte ça gentiment, comme si c'était une colonie de vacances de gens qui volontairement essayaient de se corriger. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et ce livre est récent, et c'est un livre récent. Bien sûr, publié au temps des cerises, si ma mémoire est bonne, et donc enfin bref. Alors qu'on connaît tout ça depuis les années 20, les années 30, les années 40 avec l'URSS. C'est-à-dire, on a quand même ce errare humanum est, mais comme dit l'autre, on n'a pas le droit de continuer. Bon, là, ils continuent et ils en rajoutent. C'est quand même assez surprenant. Je pense qu'on pouvait avoir pas mal de circonstances atténuantes en 66, 67, 68, parce que on projetait un idéal. Mais dans les années 80, 90, même c'est après l'an 2000 qu'il a publié ses mémoires, c'est quand même un peu étonnant. Oui. Alors, voici la 3e famille. Et vous nous avez dit, il y a une 4e famille. Oui. Alors, la quatrième, c'est les divers. Alors, dans les divers, vous avez une multitude de choses qui n'ont pas grand intérêt. Je pense, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des bordiguistes. Mais bon, c'est quelques dizaines de personnes qui se réclament d'un gars complètement oublié, sauf en Italie, qui s'appelle Amadeo Bordiga, qui était le rival de Gramsci. Bon, vous avez tout un tas de petits courants, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais, dans ces divers, vous avez un grand parti. Le seul grand parti de toute cette histoire, parce que c'était des groupuscules. Tout ça, c'est des tout petits
tout petit groupe. Mais il y a un grand parti, c'est le PSU. C'est le PSU qui, à l'époque, est dirigé quand même par quelqu'un que vous connaissez, évidemment, qui est Michel Rocard. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant, le PSU, parce que ce ne sont pas des gauchistes. Quand ils sont créés, en 1960, c'est une scission du Parti socialiste, scission très sympathique, anticolonialiste, très sympathique. Ça a été fondé contre la guerre d'Algérie et pour la colonisation. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'a pas grand rapport à voir avec... Enfin, ça n'a rien à voir avec 68, évidemment. Oui. Mais après 68, vous avez un phénomène de gauchisation du PSU qui est vraiment tout à fait intéressant, parce que c'est un grand parti, c'est entre 10 et 20 000 militants. Autour de 68 dans ces années-là. Donc c'est un très grand parti. Et dedans, vous avez une lutte très sourde entre, en gros, trois sensibilités, mais qui ne sont pas contradictoires, qui se regroupent beaucoup. Vous avez une sensibilité plutôt social-démocrate, vous avez une sensibilité vraiment gauchiste, et puis une sensibilité qui alimente à la fois ces deux courants et qui à la fois est ailleurs, qui est la sensibilité chrétienne de gauche. Oui. Donc, par exemple, on pourrait citer notre ami Jean Bobéro, qui est une figure du protestantisme français et qui se sentait sans doute assez proche de cette fraction du PSU. Oui, où vous avez, alors, du côté non protestant, mais toujours chrétien, vous avez cette extraordinaire aventure des Lippes. Avec Jean Piaget, avec Ramnès, les dominicains, etc. Et donc vous avez tout. Le PSU a été un extraordinaire, pas tellement laboratoire, mais miroir. C'est là que il reflétait tout un tas de choses, il leur donnait une plus grande ampleur. Bon, voilà les quatre grandes familles que j'observe. Merci beaucoup de ce portrait de groupe, Philippe Buton, parce que je pense que grâce à votre description extrêmement claire, et en dépit de mes interventions qui les témoignent, nos auditeurs verront à peu près dans quel paysage se situe votre analyse. Alors, vous avez parlé du gauchisme politique, et il serait utile maintenant de parler du gauchisme culturel. Le gauchisme culturel, ça n'est pas seulement, ça ne concerne pas que les artistes, même si vous évoquez les concerts que Léo Ferré et Georges Brassens donnent chaque année pour la Fédération anarchiste. Il s'agit plus de pratiques sociologiques, de comportement. Bourdieu aurait parlé d'habitus. Alors, de quoi s'agit-il, Philippe Buton ? Alors oui, quand je parle de gauchisme culturel, c'est comme les historiens ont parfois le défaut d'utiliser des concepts qui ne sont pas les concepts immédiatement compréhensibles. Mais bon, on est bien obligé de faire avec. Pour l'instant, on vous suit. Pour l'instant, on vous comprend. Mais bon. Quand on parle d'histoire culturelle, aujourd'hui, on veut dire en gros histoire sociale des représentations. Donc histoire des pratiques, histoire des sensibilités. Vous voyez, c'est le genre de choses. Entre Corbin et Bourdieu, en quelque sorte. Voilà. Et alors, le gauchisme culturel, c'est l'idée d'une grande insatisfaction existentielle d'une génération. Ah oui. Et alors, ça pose deux questions. Pourquoi cette insatisfaction et qu'est-ce que c'est que cette génération ? Cette génération, c'est une nouvelle chose qui existe, qui n'existait pas. Et cette chose, c'est l'adolescence. Avant la Deuxième Guerre mondiale, l'adolescence, ça n'existe pas. Si vous êtes fils d'ouvrier, eh bien, à 13 ans, voire 14 maximum, eh bien, vous devenez ouvrier. Oui. Cet entre-deux n'existe pas, sauf pour une infime
infime fraction des élites, quoi, qui vont donner les moyens à leurs enfants, en général hommes, d'être dans un entre-deux pendant quelques années. Enfin, c'est très marginal. Alors, ça peut donner de magnifiques œuvres littéraires, mais socialement, c'est marginal. Alors que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça devient massif pour deux raisons. Un, parce que vous avez un enrichissement de la société, une élévation culturelle de la société, et donc une interdiction du travail pour cette classe d'âge de 14, enfin, soit l'interdiction du travail, soit de fait le report de l'entrée dans l'âge du travail parce que vous allez au lycée, et puis ensuite vous allez à l'université. 200 000 étudiants en 1960, 600 000 en 68, et 2 millions une décennie plus tard. Oui. Bon, donc tout ça c'est l'invention de l'adolescence portée au maximum par le baby boom. Le baby boom fait qu'à partir de 64, vous avez une génération nombreuse qui arrive. Donc ces deux phénomènes font que vous avez une masse considérable de jeunes qui sont là. Alors pourquoi ils sont en crise existentielle? Bon, d'abord, quand on est jeune, on est toujours en crise. Enfin, je veux pas faire de la psychologie de bazar, mais enfin, il y a quand même ça. C'est un état intermédiaire, parfois douloureux. Voilà. Et c'est plutôt sain, je trouve. Le conformisme à 15 ans, c'est quand même un peu étrange. Bon, enfin bref. Donc, il y a d'abord une insatisfaction comme ça. Mais il y a des raisons plus peut-être moins glorieuses. C'est que c'est la première génération qui n'a connu ni la faim, ni la guerre. La hantise de se nourrir n'existe pas. Là, n'existe plus. Et la hantise de la guerre n'existe pas, sauf une forme qui va être, mais qui est pour la France seulement, que pour la France, c'est la guerre d'Algérie. Et puis les États-Unis, le Vietnam, quelques années après. D'où, pour la France, le fait que la fin de la guerre d'Algérie augmente encore cette soif comment dire, de Dolce Vita, je ne sais pas comment le dire Ce que vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage à propos des manuels scolaires est très intéressant. Vous dites qu'en Europe, on parle des années 62 à 90 sous le vocable de guerre froide, parce que nous sommes toujours dans un monde bipolaire d'opposition Est-Ouest. Mais en France, d'ailleurs sous l'impulsion de Jean-Baptiste Durosel, qu'on peut citer au passage, on parle de la période de détente. Et c'est la détente Est-Ouest, mais on pourrait dire que pour la France, c'est aussi le farniente, c'est la détente généralisée. Oui, vous avez. Alors là, je peux en parler parce que c'est quelque chose qui m'a effectivement assez stupéfait. J'ai découvert ça un petit peu par hasard grâce à les Allemands. Il y a une bibliothèque allemande qui a fait comme pari d'essayer de ramasser les manuels scolaires du monde entier. Et donc ça se trouve à Brunswick, je sais pas comment dire, je me souviens plus du terme en allemand, enfin à Brunswick en français. Et quand vous vous baladez là-dedans, là, vous avez des manuels coréens de la Corée du Nord. Évidemment, c'est pas facile à lire, mais vous avez comme ça tout un tas de manuels. Et j'avais voulu regarder sur la guerre froide et j'avais découvert avec stupéfaction, c'est le seul pays où effectivement la guerre froide s'arrête en 62. Vous évoquez Jean-Baptiste Durosel, vous avez raison, son manuel arrête la guerre froide en 62, mais tous les manuels, celui de René Raymond aussi, tous. Parce que, en fait, la réalité, elle est double. Pourquoi ils arrêtent la guerre froide en 62 ? C'est, la guerre d'Algérie, qui est terminée, donc la France est tellement en paix qu'elle veut en rajouter dans cette idée qu'elle est en paix, et puis surtout, il y a De Gaulle. C'est De Gaulle qui fait croire à la France que entre les États-Unis et l'Union soviétique, la France va être à la fois une intermédiaire et en même temps en dehors de ce. Mais ça, c'est son génie quand même, parce qu'il le fait croire à une partie du monde quand même. Alors, peu de temps, mais ça marche à un moment donné. Et d'ailleurs, si on prolonge un peu plus loin, il me semble que c'est une des raisons
de la force de mai 68 en France. C'est-à-dire que tous les autres, pour l'Allemagne, c'est d'une évidence, mais c'était aussi vrai pour l'Italie et pour les autres, le monde bipolaire existe encore. Et donc, si vous êtes vraiment contre la bourgeoisie, les États-Unis, l'impérialisme, etc., vous risquez quand même très fortement d'être utilisé, instrumentalisé par l'Union soviétique, qui n'est pas spécialement gentille. Oui. En Italie, c'est particulièrement vrai. Mais en France, pas du tout. Parce qu'on est en paix. Donc, vous avez le beurre et l'argent du beurre, si j'ose dire. Vous êtes à la fois contre le capitalisme, contre De Gaulle, mais aussi contre le Parti communiste, mais aussi contre l'Union soviétique. Vous avez la certitude d'inventer une troisième voie. Voilà. Alors, on vous écouterait pendant des heures et le temps file, hélas, à la vitesse d'une buique sur le faubourg Saint-Germain au temps des yéyés. Alors, je voudrais quand même vous demander maintenant quelques mots à propos de la violence. Car je trouve votre livre, je l'ai dit et je le répète avec plaisir, absolument admirable pour plein de raisons. L'une d'entre elles, à l'instant, c'est que vous n'êtes pas complaisant avec ces mouvements. Vous dites à quel point le discours tenu par les gauchistes était violent, à quel point il contenait le désir de violence. Et puis, vous allez nous expliquer après pourquoi ce passage à l'acte n'arrive jamais. Alors, est-ce que vous approuvez cette lecture et pouvez-vous nous expliquer maintenant, j'allais dire un peu trivialement, le comment du pourquoi? Pour moi, c'est l'énorme question. C'est l'énorme question qui m'a fait douter pendant longtemps de publier mon livre. Parce que j'ai commencé un petit peu par curiosité, c'est-à-dire que je le faisais un peu en franc-tireur. Je faisais mes travaux principaux sur le communisme orthodoxe, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est là où c'est mes champs principaux. Et puis de temps en temps, je m'amusais à ramasser de la documentation. Mais cette question de la violence me taraudait et je me disais si je ne résous pas cette question, je peux pas publier. Parce que tu restes au milieu du gué, quoi. Enfin, tu restes bon. Et je me souviens d'un débat que j'avais eu il y a assez longtemps avec Christophe Bourseiller et Isabelle Sommier à la librairie des Pufs, où on avait parlé de ça, mais il n'y avait pas eu de réponse convaincante parce que j'en avais pas à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, je crois qu'il y a ce que vous avez dit, je veux dire, vous avez résumé parfaitement, je peux pas dire mieux, c'est-à-dire que la violence est au cœur du projet gauchiste. Ça, c'est clair, du gauchisme politique. Ça, c'est clair. Il y a, alors, bien sûr, vous avez des groupes plus gentils, si j'ose dire, que d'autres, mais tous ont quand même la certitude qu'un jour ou l'autre, il faudra passer à l'acte et devenir violent et tuer des gens. Il y aura un bain de sang. Ce n'est pas parce qu'on le souhaite pas, mais c'est nécessaire, c'est indispensable, parce que la bourgeoisie ne se laissera jamais faire. Et puis, je vous rappelle qu'en septembre 1973, il y a les événements du Chili qui confortent l'analyse des gauchistes, à savoir que jamais l'armée, donc la bourgeoisie, n'acceptera, y compris une gauche réformiste, et donc a fortiori que le pouvoir revienne aux ouvriers. Donc il faut s'y préparer. Alors après, vous avez tout un tas de débats compliqués. En substance, il y a deux attitudes. La première qui consiste à dire un jour, comme dirait Mouloudji, un jour tu verras, on s'affrontera, mais on ne sait pas trop quand. Donc, en attendant, il faut construire un puissant parti. Donc, ça c'est la première analyse, où là, les aspects de violence existent quand même. Mais, par exemple, le PSU, le service d'ordre du PSU... ce ne sont pas des poètes. En 1970-71, je veux dire, c'était du sérieux. Bon, bref. Donc, même les plus gentils groupes cultivent quand même. Ils ont tous un service d'ordre qui va s'entraîner dans les bois, ou dans les universités, en faisant croire qu'ils font du, je sais pas quoi. Bon. Alors, et puis vous avez d'autres groupes qui eux disent, il faut
il faut accélérer un petit peu le rythme. Il y a un très beau texte que j'aime beaucoup de Daniel Ben Saïd, qui est mort maintenant, qui était le véritable théoricien de la Ligue communiste, l'ancêtre du NPA. Et Daniel Ben Saïd cite un texte très célèbre de Marx qui dit, c'est dans l'idéologie allemande, qui dit ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est l'existence des hommes qui détermine leur conscience. Bon, ça c'est un b.a.-ba du matérialisme dialectique. Et Ben Saïd dit, mais si vous avez une existence calme, gentille, pacifique de syndicaliste, eh bien vous allez avoir une conscience calme, gentille de syndicaliste. Donc, pour avoir une conscience révolutionnaire, il faut avoir une existence qui soit aussi matinée de violence révolutionnaire. Ce qui explique qu'ils aient eu vraiment, ces jeunes gens, il faut le dire au passage, car ils étaient tous extrêmement jeunes au départ, des conditions de vie matérielles très dures, très dures. Ah oui, alors très dures. Bon. Pas tous. Non, mais si, l'énorme majorité avait des conditions matérielles dures. Très dures, je ne sais pas, parce que à la fois elles étaient volontaires. Oui. Elles étaient volontaires. Et l'essentiel était assuré. Vous mangiez au restaurant universitaire pour 2 € par repas, enfin 2 francs par repas. Oui. À l'époque, vous aviez des logements qui coûtaient rien, sans confort. Donc, vous faisiez de l'autostop et vous vous baladiez facilement, gratuitement. Vous aviez plein de techniques qui permettaient d'avoir des distractions gratuites. Il n'y avait pas... Bon, c'était spartiate, voilà. Voilà, c'était spartiate. Parce que c'était volontaire. C'était volontaire. Et puis, il y avait des portes de sortie aussi. La plupart des gens d'extrême gauche avaient, pas tous, mais la plupart, avaient des gens... avec de la famille. Voilà, papa, maman étaient derrière eux. Voilà, alors de fait, ils n'étaient pas sollicités, contrairement à ce que disait le PC. Le PCF faisait des genres de jeux chauds là-dessus. C'est pas vrai, ils n'étaient pas sollicités. Mais ils pouvaient l'être. Ça change beaucoup les choses. Non, les seuls qui ont vraiment eu des conditions que j'appellerais très dures, pour reprendre le terme, c'est la moitié des établis. Ceux qui étaient établis en tant que lycéens. Alors, expliquons à nos auditeurs ce que c'est qu'un établi et pourquoi il y a des établis étudiants et des établis lycéens, s'il vous plaît. C'est très simple. Je peux prendre un exemple que je connais bien. Moi, puisque j'étais établi, donc je sais ce dont il s'agit. J'étais évidemment extrêmement jeune, mais j'avais 16 ans. Et donc, à partir du moment où vous êtes persuadé, qu'il faut faire la révolution parce que ce système est injuste. 2, que la seule classe qui permettra de savoir si on fera la révolution, c'est la classe ouvrière. Il faut relier les choses. La seule solution, c'est de travailler dans la classe ouvrière pour convaincre les ouvriers qu'il faut faire la révolution. À cela s'ajoute un deuxième élément, qui explique ce phénomène de l'établissement, c'est que tous les gauchistes pratiquement étaient soit lycéens, soit étudiants. 80%, 90%. Oui. Donc, dans l'analyse marxiste traditionnelle, ils étaient impurs, car la seule classe pure était la classe ouvrière. Et voilà. Comme dit Marx dans le manifeste du Parti communiste, en se libérant, le prolétariat libérera l'humanité tout entière. Donc le prolétariat, c'est la classe messianique, c'est le nouveau messie. Donc, si vous êtes impurs, et ils étaient tous impurs, la seule solution pour se purifier, c'est d'aller au contact. De devenir ouvrier et de s'établir en usine, c'est ça le terme établissement, n'est-ce pas ? C'est aller dans les usines, devenir ouvrier. Pratiquement tous les groupes obligeaient leurs militants au moins un mois par an de devenir ouvrier l'été. Ça ramenait de l'argent
à l'organisation, puisque ce mois-là, vous le donniez à l'organisation, mais c'était aussi pour vous rendre compte de ce que c'était que le travail manuel, l'usure physique, etc., etc. Et puis, vous en aviez d'autres, ceux qui allaient au bout de l'aventure, qui décidaient d'y aller définitivement, de s'engager définitivement. J'en ai indépendamment de tel exemple personnel, mais j'ai interrogé beaucoup de gens qui ont fait cette expérience-là. Tous, alors évidemment, on peut toujours douter de la sincérité, mais je crois que c'est vrai. Tous s'engageaient pour la vie, jusqu'à la Révolution. Oui. Ils croyaient vraiment que la Révolution allait survenir et que jusqu'à cette période-là, ils allaient. Bon, au bout d'un moment. Je crois que c'est Sylvie Vivorca qui dit à un moment donné, oui, j'étais prête à mourir, mais j'avais 20 ans et le rapport à la mort à 20 ans, elle ne termine pas, mais on comprend voilà. Je me demande si c'est Sylvie Vivorca ou Annick Coupé qui a été celle qui a créé Sud. Pense sur le bec, comme on dit le mercredi matin. Mais enfin, les deux avaient la même opinion. Je veux dire, alors une fois que ces gauchistes ont cessé de l'être, si j'ose dire, et que les établis, on peut les estimer à 3000 à peu près. 3000. Bon, ce qui n'est pas gigantesque, mais enfin c'est pas non plus une poignée. Ça n'est pas rien, oui. Alors que c'est une poignée avant 68. Avant 68, il y en a 10 ou 20. 10, 20 et 3000, c'est pas pareil. C'est une marge. Et puis il y a surtout ce magnifique livre, que j'invite vos auditeurs à lire, de Robert Linhart, qui s'appelle L'Établi, justement, qui est un très beau livre qu'un établi a consacré à son expérience. Bref, quand ils ont cessé d'être révolutionnaires, et donc il a fallu faire autre chose. Un étudiant, c'était facile. Étudiant, il retourne à l'université. Bon, un lycéen, c'était extrêmement dur. Et je me souviens très bien d'un grand ami à moi, mon grand copain de l'époque. On était tous les deux à faire la même chose, sauf que moi, un peu par hasard, j'avais eu le baccalauréat, lui ne l'avait pas eu. Eh bien, il n'a pas pu aller à l'université. Et il a terminé sa vie comme ouvrier. Alors, il a essayé de monter un peu, mais il n'a pas monté. Donc là, ça a été réellement la France qui adore les diplômes ne donne pas de deuxième chance, ou pratiquement pas. Et donc pour ces gens-là, ça a été très très dur, extrêmement dur. Alors Philippe Buton, une question consacrée à l'absence de passage à l'acte. Vous expliquez pourquoi il n'y a pas eu de passage à l'acte. Alors je souhaiterais, si vous voulez bien, qu'on insiste sur 3 éléments. D'abord, l'influence de la mémoire juive, qui est une très belle histoire bouleversante que celle d'Henri Weber, et j'encourage nos auditeurs à revoir en streaming. Je crois que le film est encore visible pour quelques jours sur France Télévisions, le très bel hommage que Fabienne Servan-Schreiber et Patrick Rothman ont rendu pour Fabienne à son mari et pour Patrick à son ami, Henri Weber, très beau film qui montre aussi cette influence de la mémoire juive dans les mouvements d'extrême gauche. Deuxième aspect, le général de Gaulle, et troisième aspect, la culture républicaine française. 3 éléments qui sont développés dans votre livre. Pardon Philippe Buton de parler à votre place, mais c'est pour essayer de faire avancer. Alors, oui, vous avez raison, il y a ces 3 éléments. J'en rajouterai peut-être quand même quelques autres. Vous êtes chez vous faites comme vous voulez. Non, bon, l'idée, c'est assez compliqué à comprendre, c'est que à la fois tous les militants d'extrême gauche étaient sérieux et en même temps ils faisaient du théâtre. C'est-à-dire qu'ils faisaient du théâtre sérieusement. Voilà. C'est un des gens... quatrième élément, alors c'est le 4e élément. Non, ça c'est l'explication globale. Ah d'accord. Ça c'est l'explication globale. Ils vivaient dans une bulle. Ils vivaient dans une bulle de l'imaginaire, mais au nom de cette bulle de l'imaginaire, ils étaient prêts à faire tout, y compris le sacrifice de leur vie, y compris des choses d'une violence extrême. Et mon idée, c'est que à un moment donné, la bulle imaginaire a disparu.
Le réel est venu. Alors, c'est quoi le réel? Il me semble que la première étape, c'est pas la mémoire juive. La première étape, c'est Pierre Auvernais. Ah oui. C'est février 1972, où là, il me semble avoir reconstitué les choses de façon précise. Le groupe maoïste qui dirige la campagne, enfin l'intervention à Renault, veut vraiment l'affrontement avec des morts. C'est clair. Ils veulent vraiment. Mais ça reste... on n'en a pas eu jusqu'à présent, sauf Gilles Tautain en 1968, mais c'était quelque chose de tout à fait très marginal, et puis c'était avant... C'est un accident d'ailleurs, hein, enfin. En fait, c'était un accident, malgré que à l'époque on a dit que c'était un assassinat, mais bon, bref. Pierre Auvernais, on s'aperçoit que on fait bien les choses, et voilà, la réalité c'est qu'il est mort. Et quand Benny Lévy, le chef des Mao, qui est à Renault, c'est lui qui dirige tout ça, il voit ça, il se met à pleurer. Mais si ça avait été Lénine, il n'aurait pas pleuré, il se serait réjoui d'avoir enfin le martyr pour passer à l'étape supérieure. Là, il pleure comme d'autres, comme beaucoup ont pleuré à ce moment-là, parce qu'ils s'aperçoivent que la mort, elle est réelle, et qu'on ne se réveille pas de la mort. Donc là, quelque chose est brisé, est cassé, et pour la gauche prolétarienne, c'est quelque chose de très fort, très fort. Et la deuxième chose qui arrive, et là, c'est ce dont vous parliez, c'est Munich, c'est les terroristes de Septembre Noir qui assassinent des athlètes israéliens parce qu'ils sont israéliens, donc parce qu'ils sont juifs. Et là, il y a quelque chose qui est dans l'ordre de l'inconscient. Je crois que la meilleure explication, c'est ce qu'a dit Annie Kriegel dans ses mémoires, que je crois que je cite un moment. Oui, tout à fait. Annie Kriegel explique que tous ces militants gauchistes, dont une grande partie étaient juifs, pour des raisons dont on pourrait avoir parlé. Merveilleuse anecdote. Pourquoi est-ce que le comité politique, le bureau politique, on ne parle pas en yiddish au bureau politique à cause de Ben Saïd. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Même si c'était partiellement vrai chez les trotskistes, parce que là, il y a un sentiment de messianisme internationaliste encore plus fort. Mais enfin, c'était aussi vrai chez les Mao, et Benny Lévy a terminé sa vie en étudiant la pensée juive, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que donc Annie explique que ces jeunes d'origine juive qui s'investissent là-dedans se rendent compte qu'à un moment donné, ils vont être obligés de se faire la main sur les juifs. Et c'est vrai. Bon, j'en parle pas dans mon livre parce que c'est pas l'objet, mais moi je me souviens, j'étais dans un camp palestinien à un moment donné, et c'était le matin, on se réveille et il y avait sur les murs des affiches toutes neuves qui venaient d'être collées. C'était le camp de Borch-el-Brajnier, et toutes les affiches toutes neuves étaient collées avec des militants en photo du FPLP qui faisaient le signe de la victoire. Qu'est-ce que c'était? Il s'était passé une opération suicide la veille, ils étaient morts, et donc on avait déjà imprimé les affiches et on leur rendait hommage. Donc, il y avait le culte du sacrifice. Et là, j'étais en train de discuter avec on mangeait après avec un combattant palestinien, et j'avais un couteau pour mon sandwich, enfin bref, et que j'avais ramené de France, et un couteau à cran d'arrêt. Et là, il le prend, et on discute, tout ça, et il me dit, non, ça c'est très très bien pour faire parler les gens. Et je crois bien que dans mon souvenir, il disait pour faire parler, c'était pas les gens qu'il disait, je crois qu'il avait dit un mot qui était plus antisémite que ça. Et là, je me suis rendu compte que, ben oui, on jouait pas. Et donc, ces gens qui touchaient la réalité de la violence par le biais de l'extérieur, que ce soit en Palestine ou que ce soit en Irlande du Nord, au bout d'un moment, ils étaient en contact avec cette zone grise du FPLP, et donc ils se rendaient compte effectivement qu'il y avait un rapport
à l'assassinat des Juifs qui était vraiment pas clair. Alors, il nous reste très peu de temps, 2 minutes à peine. Un mot pour dire aussi la puissance de l'État républicain. On parlera du général de Gaulle un autre jour. Vous reviendrez. Évidemment. Bien sûr. Alors, au moins sur 2 aspects. Le premier aspect, c'est que le problème de ces groupes, c'est de faire croire qu'il n'y a pas de différence entre un pays fasciste et un pays démocratique. Voilà. D'où toute la thématique de la gauche prolétarienne sur la nouvelle résistance, le nouveau fascisme, etc. Mais enfin, faire croire au fascisme quand vous avez à la tête des gens comme Chaban-Delmas ou De Gaulle, c'est quand même un petit peu compliqué. Et la deuxième chose qui est la principale, qui est la différence avec l'Italie, c'est que l'État républicain a toujours été suffisamment fort pour s'intercaler entre l'extrême gauche et l'extrême droite, pour empêcher qu'il y ait des affrontements directs et donc un phénomène de vendetta qui, en Italie, est à l'origine de la spirale, une des origines de la spirale terroriste qui a été totalement affreuse chez nos amis italiens. Alors, de ce point de vue, et ce sera vraiment ma toute dernière question, votre livre est aussi une alerte de ce point de vue. C'est-à-dire, à force d'affaiblir l'État, on risque en France de voir advenir des tendances d'extrême droite ou d'extrême gauche parce que l'État n'est plus assez fort. C'est peut-être la déduction qu'on pourrait faire de votre livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe Buton ? Je pense que pour des gens qui sont de véritables démocrates, le but fondamental de notre travail en tant que citoyen doit être la démocratisation de l'État et non pas sortir de l'État pour remplacer la régulation par l'État par je sais pas quoi. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup Philippe Buton, vraiment c'est un très beau livre que je recommande aux auditeurs, Histoire du gauchisme, l'héritage de mai 68, c'est paru chez Perrin et en plus vous avez eu la gentillesse de nous dire de quelle place vous parliez. C'était comme on disait durant les années 70. Hein. Non, mais vraiment bravo encore et merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Philippe Buton. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you.